Webinaire, l'audit énergétique, par FedExpert. Concernant les modalités de dépôt de dossier, une démarche à réaliser auprès de l'organisme de certification, celui qui vous a délivré le certificat DPE, diagnostic de performance énergétique, l'affichage public via l'annuaire des certifiés diagnostics immobiliers, comme je vous ai dit juste avant, comme pour le DPE et pour tous les diagnostics immobiliers. Si vous êtes certifié dans les métiers du diagnostic immobilier, je vais pouvoir retrouver votre nom dans l'annuaire des diagnostiqueurs sur toute la France, sur le site du ministère. Et il y aura un nouveau module concernant l'audit énergétique obligatoire, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est certifié, il verra directement que son nom apparaît sur le site du ministère, tout simplement parce que vous avez eu l'attestation ou vous avez eu l'avis favorable après avoir effectué 5 audits énergétiques minimum dans les 9 mois qui suivent la date où vous avez reçu votre attestation de formation. Là, alors, je vais venir compléter les différents prérequis, Hicham, que tu as développés. Oui. Il faut savoir que il y a une récente discussion là au ministère, pas plus tard que cette semaine, suite à l'article 60 millions de consommateurs qui a fait très mal sur le DPE, plusieurs DPE qui n'étaient pas effectués, qui étaient effectués sur un même bien avec des notes, des classes différentes. Donc ils ont demandé à nous, fédération, de faire des propositions pour encore plus fiabiliser l'audit énergétique. Et il se peut que les prérequis là, qui sont en ce moment en vigueur dans l'arrêté, viennent à évoluer. Donc je pense que ceux qui sont certains de faire de l'audit énergétique, peut-être qu'il faudrait se presser avant que les prérequis se modifient. Et parmi les pistes explorées pour renforcer ces prérequis, ça va être d'effectuer une visite sur site avec vous, faire un audit avec vous pour pouvoir vous attribuer ou pas la certification auditeur énergétique. Et éventuellement un critère de qualité, enfin des critères de qualité, c'est-à-dire que vous ayez un petit système qualité qui explique comment vous travaillez, avec des enquêtes de satisfaction, comment vous améliorez en continu, comment vous traitez les appels et les plaintes. Voilà ce qui est dans les tuyaux pour en fait répondre à l'article de 60 millions de consommateurs. Donc les prérequis tels qu'ils sont là, qu'on se le dise, ils sont très simples. En fait, la certification pour être auditeur, elle est très simple. Donc peut-être en profiter avant que tout devienne plus complexe et plus long, parce que vous en doutez que s'il y a un rendez-vous sur place à prendre chez un client, ben, ça va être plus long pour vous délivrer le certificat. Donc, à mon avis, celui qui est sûr et certain de vouloir faire de l'audit, qu'il se presse avant que les prérequis viennent à être modifiés. Très bien. Merci beaucoup, Assad. Oui, bonjour Jérôme. Nous revoilà encore. Oui, c'est exactement ça, Jérôme. L'attestation de formation, elle doit avoir moins de 6 mois après la date de l'arrêté. On a eu l'arrêté le 4 mai qui a été mis en application le 5 mai 2022. Merci, Jérôme, pour ton intervention. La responsabilité, la nécessité de sécuriser la mission d'audit, on a la responsabilité de l'auditeur qui est engagé sur la durée de validité de l'audit énergétique. Il faut savoir un truc, que l'audit énergétique, il a une date de validité qui est fixée à 5 ans. Et dans ce cas-là, je pense que quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous, les professionnels de ce métier, de l'efficacité énergétique, sont tenus à souscrire une assurance destinée à couvrir les conséquences de leur responsabilité dans le cadre de leur activité. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Il faut vraiment souscrire une assurance qui va vous permettre de vous couvrir en cas de litige, que j'espère pas, bien évidemment, mais on ne sait jamais, bien évidemment, sur le terrain, comment on peut avoir, c'est au cas par cas, vous avez des gars sur le terrain comme moi, bien évidemment, c'est pas tout le temps facile de relever, je vais donner l'exemple le plus simple, le type d'isolant sur la paroi, son épaisseur, etc., vu le sondage qui n'est pas destructif. Alors, pour les différents audits en maison individuelle, il faut savoir un truc, que l'audit énergétique qui va rentrer en vigueur au 1er septembre 2022, ce n'est pas le premier audit qui va exister en France. Il faut savoir un truc, que le décret du 30 mai 2018, il a bien défini un audit énergétique incitatif, qu'on appelle incitatif, bien évidemment qui est
tout simplement et à 100% déconnecté de toute transaction immobilière, mais tout simplement dans le cadre de la demande des aides. On peut citer les C2E, les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov', le site qui n'existe plus d'ailleurs actuellement. Ça, pour effectuer ces différents audits, c'est-à-dire ce fameux audit incitatif, soit il faut une qualification entreprise audit énergétique pour les maisons individuelles. Notre formation, là où je forme, j'ai eu déjà des personnes qui sont dans ce webinaire-là, que j'ai déjà formé en formation expert en efficacité énergétique. Un exemple parmi beaucoup d'autres, il y a Jérôme qui vient de passer la question, de poser la question. Je l'ai eu comme étant candidat et là actuellement, il a fait la démarche pour qu'il devienne RGE. On a aussi Bob que j'ai déjà formé. Enfin, il y en a beaucoup dans ce webinaire que j'ai eu déjà en formation pour le titre expert en efficacité énergétique qui donne accès à avoir un niveau 7 RNCP équivalent de Bac plus 5. Bien évidemment, et qui va vous ouvrir les portes de candidater et d'avoir la qualification RGE. Tout dépend de votre organisme. On a Calibat et on a OPKB. Soit dans le deuxième cas, si vous êtes architecte ou société d'architecture. Alors là, c'est le fameux audit incitatif. Il faut être RGE pour le faire. Là, la formation PAC auditeur qu'on vous propose, que je forme sur ça, comme je vous ai dit, j'ai eu là, dans ce webinaire-là, j'ai plusieurs personnes que j'ai déjà eues en formation. Ça va vous permettre de bien évidemment faire des audits énergétiques dans des maisons individuelles en RGE pour les demandes d'aide et aussi pour faire des audits énergétiques obligatoires qui va être mis en application au 1er septembre 2022. L'audit énergétique obligatoire, on a bien évidemment, c'est un audit énergétique qui est réglementaire, comme pour l'incitatif. On a un arrêté qui le définit, on a un décret qui le définit. Le décret, c'est le décret du 4 mai 2022 qui est relatif à l'audit énergétique. C'est un décret qui a 3 pages, que je vous conseille vraiment et vivement à aller le consulter et bien creuser parce qu'il y a des informations très, très importantes pour éviter toute surprise sur le terrain. On a l'arrêté du 4 mai 2022 qui, lui, définit pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique, bien évidemment. Ça, ce sont les textes, c'est un petit balayage sur les textes qui définissent l'audit énergétique réglementaire. Les deux, ils sont réglementaires, bien évidemment, mais l'audit énergétique obligatoire en cas de vente d'un immeuble, d'une maison, d'un bien en monopropriété, dans le cas où l'étiquette, après avoir fait le DPE, on est tombé sur l'étiquette F ou G, c'est-à-dire sur le passoire thermique. Et pour l'audit énergétique incitatif, tout simplement, comme je vous ai dit, il est déconnecté de toute transaction immobilière. Tout simplement, le propriétaire, il décide de faire des travaux et il doit faire appel à une personne qui est qualifiée RGE ou sinon un architecte ou une société d'architecture. Là, il va pouvoir faire un audit énergétique qui va déposer, bien évidemment, avec tout un dossier et avec toute une démarche pour le déposer soit chez l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Tout le monde connaît les aides de l'ANA. MaPrimeRénov', là, actuellement, on a eu un petit changement par rapport aux aides, par rapport notamment aux petits aides, les prêts à taux zéro. Il y a l'arrêté du 4 février 2022 qui est venu pour modifier un petit peu, notamment pour le montant maximal qui est passé de 30 000 euros à 50 000 euros et le taux et le nombre d'années de remboursement, on était à 15 ans et l'arrêté du 4 février 2022, on l'a passé à 20 ans. Alors, Hicham, si je peux me permettre juste 2 petites secondes. Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui ont beaucoup de questions par rapport à tout ce que tu viens de leur expliquer. Ça serait bien, du coup, de leur faire un tour de table et leur proposer de s'exprimer ou de poser des questions oralement. Tu poses des questions sur le chat et du coup, tu ne les vois pas. Très juste. Et je vais juste avant de répondre aux questions, j'ai vu 2-3 questions très, très intéressantes. Je vais revenir juste, moi, sur l'assurance. Donc, on a demandé, fait d'expert au pouvoir public, de spécifier dans le texte quelle est exactement l'assurance, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une RC Pro ou sur une décennale, parce qu'il faut savoir qu'on va conseiller, on va voir après le contenu de l'audit, mais on va conseiller des travaux et les chiffrer. Donc pour moi, on flirte avec la décennale. Ils n'ont pas voulu le préciser. Et surtout, j'ai demandé les montants minimum à couvrir. Il faut savoir que dans le diagnostic, on est à 300 000 par sinistre et 500 000 par année d'assurance.
Donc j'ai demandé un chiffrage comme c'est le cas pour le diagnostic. Là non plus, pas de réponse. On a dit il faut vous assurer. Résultat des courses, vous avez très peu d'assureurs qui couvrent ce risque de l'audit énergétique parce qu'ils comprennent que c'est surtout au début, ça va être un peu la foire et ça va être un peu complexe d'identifier le risque afin de mieux le couvrir. Donc sachez que nous, on a un partenaire assureur qui pourra vous assurer, étant donné que vous êtes adhérent FedExpert ou Edge, avec un tarif préférentiel. Mais ne perdez pas de vue ce qui s'est passé avec la MMA et la FIDI. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais la MMA, qui était le partenaire historique de la FIDI, qui est une fédération du diagnostic, qui les assurait en RC Pro Diagnostic, a décidé de stopper complètement la couverture d'assurance des diagnostiqueurs et a laissé en pâture, d'ici le 31 décembre, l'ensemble du réseau FIDI sans assurance au 31 décembre. Donc l'assurance, elle est très très importante. Nous, on a la solution grâce à ce qu'on représente, grâce à nous tous en fait, parce qu'on a pu se fédérer et montrer patte blanche auprès de notre assureur, car on a des projets de fiabiliser en fait cette mission qui est l'audit énergétique. Donc on a gagné la confiance de cet assureur qui veut bien couvrir nos stagiaires et nos adhérents. Maintenant, il faut savoir que vous n'aurez vraiment pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'au premier litige, je pense qu'ils voudront bien vous suivre. Au deuxième, à mon avis, ils vont vous lâcher parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'assureurs qui couvrent ce risque-là sur le marché. Donc voilà, nous on a un partenaire. Maintenant, une fois que vous serez assuré, il va falloir faire très 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 attention avec l'audit énergétique. Donc là, Hicham, je te laisse aller sur le chat pour pouvoir répondre aux différentes questions. Merci. Merci à ça. Alors, José nous dit, pourtant, il semble que les décrets et logiciels ne sont pas encore achevés. Oui, José, là, on a eu hier au BBC, pour ceux qui sont chez eux, une version démo par rapport au module audit énergétique. Les autres logiciels, ils disent que voilà, on sera prêt au 1er septembre 2022. Assad, il l'a confirmé par rapport à ce qu'il a eu comme information. Mais pour le moment, José, je ne sais pas sur quel logiciel vous êtes, si c'est l'ICL ou autre, mais là, pour le moment, normalement, début, première semaine du mois de juillet au plus tard, on doit l'ICL. Merci, José. Là, normalement, la première semaine du mois de juillet, on devrait tous avoir une version même d'ici par rapport au module de l'audit énergétique obligatoire. Ça, c'est pour la question de José. Peut-on débloquer les aides avec l'audit réglementaire? Là, pour les aides concernant l'audit réglementaire, c'est-à-dire obligatoire, avec ça, on ne peut pas débloquer les aides concernant les aides de l'État, mais il faut impérativement un audit incitatif si on veut débloquer les aides. Ça contribue bien évidemment à une partie parce que le bien sera déjà sous une cascade d'audit énergétique, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, mais non, on ne peut pas débloquer les aides avec l'audit réglementaire. À quel prix l'assurance? Je pense, Assad, c'est pour vous cette question, le prix de l'assurance. Ah. Oui, tout à fait. Oui, alors, notre partenaire m'a parlé d'une fourchette allant de 800 € à 1500 €. Par contre, ce qui va faire la différence, ça va être le chiffre d'affaires que vous déclarez à l'assureur. C'est-à-dire, il va vous dire quel est le chiffre d'affaires que vous estimez réaliser dans l'audit. Vous allez donner un chiffre et en fonction de ce chiffre, il a un barème et en fonction de ce barème, il va vous sortir un tarif. Voilà à peu près le prix qu'il faut compter, le budget qu'il faut compter pour s'assurer à l'audit. Merci Assad. José, les modules de chiffrage sur quelle base? C'est une très très bonne question, José. J'ai déjà eu plusieurs fois cette question-là. En fait, José, là, votre logiciel, vous êtes sur l'ICL, est en train de développer une base de données concernant le chiffrage des travaux. Mais attention, pour ça, ce n'est pas encore... Il y a certains éditeurs de logiciels qui ne veulent pas prendre la responsabilité et le risque de prendre le chiffrage des travaux. Mais sur l'ICL, chose dont je suis quasiment sûr, ils sont en train de développer une base de données concernant ça. Après, pour les autres logiciels qui ne proposent pas une base de données concernant le chiffrage des travaux, malheureusement, il y a des logiciels avec quoi j'ai travaillé pendant des années et des années. Il y a Bati Val. Là, c'est un logiciel de chiffrage de travaux qui est toujours à jour par rapport au prix des travaux sur le terrain.
Et on a aussi, si vous connaissez un petit peu, José, les prix des travaux, moi, j'ai travaillé aussi pendant un certain temps sur ce cas où j'ai développé moi-même une base de données sur un fichier Excel où j'ai créé ma base de données. Mais si vous êtes sur l'ICL, l'ICL il va développer une base de données concernant le chiffrage des travaux. Alors, quand on parle du chiffrage des travaux, il faut impérativement il faut que je souligne un truc et un point très, très important. Il faut faire attention au chiffrage des ETE, isolation thermique par l'extérieur, parce que ici, une isolation thermique par l'extérieur ou par l'intérieur, la surface est isolée, c'est le volume déperditif qui est pris en compte en nu intérieur, mais pour le chiffrage, ça va être en nu extérieur, parce qu'il y a souvent des surfaces supplémentaires déperditives qui ne sont pas présentes à l'intérieur. On peut penser par exemple concrètement sur le terrain par rapport aux pignons, par rapport à des surfaces des locaux non chauffés. Donc là, il faut vraiment faire attention. Après, le logiciel, comme je vous ai dit, José, là pour le moment, ils sont en train de développer une base de données concernant le chiffrage. Mais là maintenant, on va attendre première semaine du mois de juillet pour avoir le retour des éditeurs de logiciels. Une chose en plus, concernant ça aussi, ils veulent mettre que tous les logiciels qui sont bien évidemment validés audit énergétique obligatoire, que le fichier XML, le fameux fichier XML, il sera accepté dans tous les logiciels. Je prends un exemple. Si je prends un exemple, vous, José, vous faites un DPE sur Analysimo et je passerai derrière vous pour que je fasse un audit énergétique. Bien évidemment, je ne vais pas prendre la totalité. Je dois me déplacer, faire mon relevé technique du bâtiment, la pathologie, etc. On n'arrête pas à la suite. Mais là, le fichier XML, la forme de fichier XML sur Analysimo et celle de l'ICL, ils veulent vraiment avoir une seule forme par rapport à ça, parce que si ce n'est pas le cas, ça ne va pas être facile pour la récolte de toutes les informations brutes. Très bien, José, tout à fait. Merci. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions. Comment sont accrédités les organismes de formation? Alors, pour les organismes de formation, José, merci Doc. Pour les organismes de formation, tout simplement, la première est là, il faut avoir la qualification Calliope. Il faut répondre aux arrêtés et aux articles du Code du travail, le CCH, etc. Et aussi cet organisme de formation doit avoir une expérience sur le terrain. Donc, ce que je vous conseille de faire, il faut bien et très bien choisir son organisme de formation. Il peut avoir le logo, mais cet organisme de formation, il n'a pas d'expérience sur l'audit énergétique. C'est l'article 268.11. Là, exemple, pour Wedge, ça ne pose aucun problème parce que la formation audit énergétique, moi j'ai déjà formé des personnes en 2018 concernant ça. Pour ça, il n'y a aucun souci. Mais sur ces critères-là, les deux premiers critères, José, sur quoi les organismes de formation sont basés et sont certifiés par rapport à cette attestation de formation audit énergétique obligatoire. Quand on dit audit énergétique obligatoire, c'est l'audit énergétique qui va être mis en application, mis en vigueur au 1er septembre 2022. Voici pour la question pour vous, José. Je vais compléter. Il y a aussi, aujourd'hui, les centres de formation qui forment au diagnostic doivent avoir un agrément complémentaire à Calliope, qui est l'agrément organisme de formation de diagnostiqueurs immobiliers. Aujourd'hui, il y a deux organismes qui accréditent les centres de formation, c'est ICERT et Global. Wedge est agréé par Global. Donc l'audit énergétique, lors du renouvellement de notre agrément, va être contrôlé au même titre que les autres domaines qui sont le plomb, le gaz, etc. Donc pour le moment, on va dire que les centres de formation qui sont déjà agréés au FDI incluent l'audit sans avoir de vérification initialement, mais devront, lors de leur opération de surveillance, seront surveillés sur l'audit. Donc l'audit fera partie des domaines scrutés par ces deux organismes certificateurs au même titre que les autres domaines de diagnostic. Merci Assad, merci. José, donc RGE, quoi RGE, s'il vous plaît, José? Je n'ai pas compris votre question. Si vous pouvez développer un petit peu votre question, José, s'il vous plaît.
Oui, initialement, en fait, c'est les organismes qui étaient RGE qui faisaient de l'audit énergétique. Mhm. Donc, ça veut dire que les expériences sont des expériences RGE. Ce sont des expériences RGE, comme on avait vu pour la certification des diagnostiqueurs. Si vous êtes certifié DPE, vous avez fait dans les 2 précédentes années 3 audits énergétiques, vous n'êtes pas obligé de passer par la voie de la formation. Un audit énergétique qui doit répondre tout simplement aux arrêtés et aux décrets et par rapport, il doit être fait suivant la grille d'évaluation de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ok. C'est bon, c'est clair, José? Oui, c'est clair, c'est clair. Très bien. J'ai eu des bruits comme quoi ça devait être reporté. Par rapport à cette audit obligatoire, José, c'est ça? Par rapport à la date du 1er septembre, il semblait que ça devait être reporté. À la date du 1er septembre, là il vient de nous confirmer Assad par le biais de ses contacts par rapport au ministère. Là, José, normalement, on va pas. Là, il parle pas de report au ministère. Il faut se fier que à ce que dit le ministère. Donc là, ils ont lancé une V3 du modèle d'audit qu'on va développer là tout de suite. Je pense qu'on doit y arriver là maintenant, hein, Hicham, après une fois qu'on aura terminé les questions. Et cette V3, si elle est validée, on est sûr et certain qu'il n'y aura pas de report. Et pour l'instant, il n'y est pas question de report. Voilà. Sondage ou pas sondage? Comment? Y aura-t-il des sondages ou pas? Qu'est-ce que vous appelez des sondages? Pour les isolations, est-ce qu'on s'appuie sur le DPE qui a été fait initial ou Mais bien sûr, vous allez non seulement vous appuyer sur le DPE qui a été fait, mais aussi réquisitionner toute une liste de documents auprès du donneur d'ordre, du propriétaire, liste qui a été fournie, Hicham, par le ministère qu'on pourra vous communiquer. Oui. D'accord, ok. Voilà, et chose qui est très importante, si vous constatez des erreurs sur le DPE, bien que ce ne soit pas vous qui l'ayez fait, il va falloir que vous intervenez en tant que sachant. Je m'explique. D'accord. Vous prenez le DPE, on se rend compte, comme il y a eu dans l'enquête 60 millions de consommateurs, que la personne a oublié une pompe à chaleur. Ce qui modifie considérablement la classe. Donc là, quand vous constatez qu'il y a une pompe à chaleur in situ et qu'elle ne figure pas sur le DPE, vous arrêtez tout. Vous dites au client, il y a une erreur sur votre DPE. Moi, je ne vous fais pas l'audit. Vous refaites faire votre DPE. Et à ce moment-là, soit vous êtes toujours en passoire, je reviens faire l'audit, soit vous n'êtes plus en passoire et je ne passe pas. Mais vous êtes obligé de, si vous voyez une erreur, après si vous ne la voyez pas, mais si vous la voyez, si vous la constatez, votre responsabilité pourra être recherchée si vous laissez faire en fait et vous ne dites rien sur l'erreur que vous avez pu voir au DPE. Si je peux rajouter, Assad, une information par rapport à ça, José, ça veut dire que si je ferais un DPE sur le terrain et les classer en F ou en G, bien évidemment, là, dans ce cas-là, si le propriétaire, là, il veut vendre, bien évidemment, il faut un audit obligatoire derrière. Là, ça ne rentre pas dans les conflits d'intérêts ou quoi que ce soit. Au contraire, vous allez pouvoir faire par la suite une prestation complémentaire parce que tout simplement, vous allez complémenter vous allez compléter votre mission par un audit énergétique. Là, vous pouvez bien évidemment faire l'audit énergétique parce que vous avez fait le bien. Mais ce que je vois sur le terrain actuellement, d'après mon expérience, c'est que si maintenant le DPE il a été fait par un confrère, là, je ne vais pas, bien évidemment, je le laisse de côté le DPE si je peux aller piocher quelques petites informations, mais il faut impérativement faire une visite sur site et faire le relevé de A à Z. Comme ça, au moins, vous allez être à l'aise. Parce qu'on ne connaît pas le bien, mais dans le cas où vous avez fait le DPE, ça va vous permettre de gagner du temps. Vous connaissez le bien, vous connaissez sur quels axes de travaux vous allez vous positionner. Donc, si vous faites un DPE, il est tout à fait autorisé, si c'est le bon terme, que vous fassiez derrière un audit énergétique. Mais si c'est un DPE qui a été fait par un confrère et que vous avez un fichier XML, dans ce cas-là, il faut faire une visite sur le terrain et bien vérifier les informations qui ont été insérées par notre confrère. Après, si je peux me permettre, qu'on se le dise, pourquoi on fait un audit énergétique? C'est pour inciter l'acheteur à faire les travaux. C'est-à-dire qu'il ne va pas être obligé de faire les travaux. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire l'acheteur? Il va se dire, voilà, moi je suis en passoire,
l'auditeur a chiffré des travaux pour que je sois en classe B ou 2 classes au-dessus, qui sont de l'ordre de 30 à 40 000 euros. C'est ce qui se passe en moyenne quand on est classé F ou G. Donc, je vais tenter de négocier le prix et je vais le négocier. Je vais négocier ce montant-là des travaux pour éventuellement réaliser les travaux. Mais on est bien d'accord qu'à ce stade, il n'est pas obligé de les faire. Il va être obligé de les faire quand ça sera un bailleur, quand ça sera obligatoire en location. Mais pour la vente, il négocie le prix. Mais si ça se trouve, il va rien faire ou il va faire très peu de travaux. Mais le but, c'est d'inciter, ce qu'on ne peut pas obliger, mais c'est d'inciter. On oblige un audit, mais c'est pour inciter à baisser le prix du bien pour faire les travaux. C'est ça vraiment la finalité de l'audit en vente. C'est ça. Par contre, vous voyez l'enjeu. Hein. Si maintenant la personne a un DPE qui est faux, qui se retrouve passoire alors qu'il n'était pas, et que du coup il y a une négociation qui s'est faite injustement entre guillemets parce que le bien n'aurait pas dû être passoire ou inversement, vous imaginez le sinistre. Là, on n'est plus sur des petits montants de 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros. On est sur en moyenne 30 ou 40 000 euros. C'est l'enveloppe de travaux. C'est ce qui va coûter en moyenne. Donc, vous voyez, là où j'insiste, c'est vraiment sur la responsabilité que vous avez en tant qu'auditeur. C'est de faire très, très, très attention à cela. Et le but du jeu, c'est... On pourra même plus dire, ah ben, qui peut le plus, peut le moins. Je préfère qu'elle soit en F qu'en E. Non, là... Si vous mettez injustement une maison en passoire, on vous attaquera aussi. En fait, vous allez être attaqué dans les deux sens. Par l'acheteur, si vous avez mis un bien en C alors qu'il devait être en F, et par l'acquéreur, si le vendeur, si vous avez mis un bien en F ou G alors qu'il aurait dû être D. Là, c'est un étau, en fait. Autant le DPE, vous étiez attaqué que dans un sens, autant là, dans l'audit, vous pouvez être attaqué soit par l'acheteur, soit par le vendeur. Vous êtes pris dans l'étau, en fait. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur les compétences. En tout cas, nous, on a développé une formation qui, j'espère, est de pointe et qui, j'espère, vous donnera tous les outils pour être un bon auditeur et éviter le sinistre. Mais encore une fois, après, sur le terrain, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Et j'insiste vraiment à ce que vous fassiez attention par rapport à ces risques. Ouais, mais moi, ce qui me gêne, Hicham, sur l'audit énergétique aujourd'hui, Oui. c'est qu'en fait, on est sur la projection du DPE déjà réalisé. Mhm. Moi, je fais beaucoup d'anciens. Et sur l'ancien, le DPE réalisé, c'est pas comme sur une maison après 87 ou après 77, quoi, où c'est facile de pas se tromper. Sur l'ancien, rénové, les malfaçons, ça veut dire qu'on va se taper toutes les malfaçons parce qu'on ne fera pas de sondage et parce qu'on n'aura pas passé la caméra thermique. Ouais. Et si on ne fait pas ça, moi, je vois pas trop l'intérêt de prendre le risque sur l'ancien. Là, je vous rejoins à 100%, José, sur ce fait-là, parce que sur les anciens biens, sans caméra endoscopique, je ne sais pas si vous l'utilisez, José, ou les autres, sans moi, sondage. J'en ai une, j'ai déjà investi dessus, mais Ouais. parce que je pensais que l'audit énergétique allait évoluer quand même sur un audit tel D'accord. que faisait les RGE et que où tu C'est-à-dire faisais avec ouais. Si j'ai bien compris, José, vous avez dit que voilà, c'est un audit, donc il y aura des sondages qui seront autorisés. Vaut mieux acheter cette caméra, être plus près de la réalité et de faire un audit énergétique qui représente le bien. Là, je comprends. Mais espérons parce que là, c'est un terme, bien évidemment. Si vous avez une solution, vous tous, magique, je suis preneur. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, José. Dans le cas d'une activité ou dans le cas où on n'a pas de facture, c'est vraiment quelque chose. C'est dans le cas où on n'a pas accès au câble pour voir l'isolant, dans le cas où on ne peut pas démonter la bouche d'extraction, une grille d'aération pour voir l'isolant, etc. Là, franchement, là, on va revenir sur le sujet qui a fait polémique au mois de juin 2021 concernant le démontage des prises. Je suppose que vous avez tous lu l'arrêté du 31 mars 2021 concernant le DPE, l'arrêté du 8 octobre qui a été mis en application le 15 octobre 2021 concernant l'algorithme du DPE et concernant le guide comment faire un diagnostic DPE du CIREMA. Là, ça reste vraiment un point d'interrogation, José, par rapport à ce sondage destructif ou pas. Je vous rejoins là-dessus. Le problème aujourd'hui sur les DPE anciens, c'est que moi, je préfère être cash avec le client et quand je vois que j'ai pas de
J'ai aucune information parce que lui a acheté sa maison il y a 5-6 ans. Elle est isolée, mais si je la mets en tant qu'isolée, je vais avoir présomption d'isolation, je vais avoir 0,5. Ouais. Et 0,5, si tu as 20 cm, c'est pas 0,5. C'est pas 0,5. Ah oui, Ou tu as 10 cm, c'est pas 0,5. Et si tu les as pas, bah, ton 0,5. Et si tu n'as rien, ta présomption, c'est pas 0,5 non plus. Et là, c'est toi qui. Et même le le coefficient de transmission thermique, c'est pas la même chose. Si on fait, je vais vous donner un exemple simple. J'ai un bien qui date de 1975, qui répond à la réglementation thermique 74. Je l'ai rénové, j'ai fait une isolation par l'extérieur. Je l'ai faite soit moi-même, soit je connais quelqu'un qui est venu me poser l'isolant, sans facture, sans justificatif. Là, si on passe sur site pour faire un autre relevé, si on n'a pas accès à cet isolant, malheureusement, on va prendre l'année de construction comme estimation. Ah oui. Et là, bah oui, c'est des trucs qu'on voit sur le terrain. Et là, en quelque sorte, le propriétaire en lui-même bien réel, si on ne l'a pas vu avec nos propres yeux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais mes clients, ils déposent les prises. Hein. Quand j'ai un doute, ils déposent les prises. Parce que sinon, ils savent que ça va être... ça va pas être possible et qu'il a fait cet investissement de refaire l'isolation, mais qu'il ne verra pas le résultat par la suite dans son rapport. C'est ça, ouais. Voilà. Non, mais je vous rejoins à 100% là-dessus. Très bien. On va dérouler maintenant les points clés de l'audit énergétique. On va dérouler un petit peu et on va continuer un petit peu notre présentation concernant l'audit énergétique obligatoire. C'est la réalisation d'un diagnostic général du bien. La méthode, c'est la méthode des 3 CL, version 2021, avec un logiciel qui doit être validé audit énergétique obligatoire. Prestation réalisable à partir d'un DPE existant, ce qu'on avait dit, et construction de parcours de travaux complet et cohérent, c'est-à-dire quand je vais faire une recommandation de travaux, il faut savoir un truc aussi, dans cet audit énergétique obligatoire, je dois au minimum faire 2 scénarios de travaux qu'on verra par la suite quand je vais vous partager la trame de rapport V3. Alors attention, entre guillemets, elle n'est pas encore validée, mais il faut savoir un truc, on est arrivé à la V3 et j'espère que ça va être la dernière. Pour les diagnostiqueurs, vous allez la découvrir, vous allez dire que voilà, c'est exactement ou presque pareil qu'un DPE, qu'un diagnostic de performance énergétique. Quand on parle d'un DPE, il faut savoir qu'on a des différents rapports par rapport à ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, la fameuse question qui est la différence entre un DPE, un audit incitatif ou un audit obligatoire. Je vous ai préparé ce petit tableau récapitulatif réellement par rapport aux arrêtés, par rapport aux décrets, par rapport à l'expérience bien évidemment, qui compte dans ces cas-là. Là, le premier point, c'est de récupérer les informations du bâtiment. C'est quelque chose qui est obligatoire dans les 3 cas. Dans le cas du DPE, j'arrive dans mon bien, je dois faire une analyse des murs, prendre la surface habitable, prendre les surfaces déperditives, prendre l'épaisseur de l'isolant, système de chauffage, mesurer mes pentes thermiques, bien évidemment, système de chaude sanitaire, système de climatisation, si ça existe, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, plancher haut, plancher bas, établir un état initial concernant avec la méthode 3CL V, la version 2021. Pour un DPE, pour un audit obligatoire, c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que l'audit obligatoire, il va partir sur une méthode de calcul de 3CL, mais pas pour l'audit incitatif qu'on verra par la suite sous quel moteur de calcul on peut réaliser cet audit incitatif. L'identification des points sensibles du bâti équipement pour la rénovation énergétique. Là, dans le cas du DPE, je vais vous donner un exemple très très simple. J'arrive dans une maison, je vois des réglettes sur mes menuiseries, des entrées d'air. Je vais aller vérifier dans mes pièces humides, il n'y a pas un moteur d'extraction. Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, dans le DPE, je vais tout simplement renseigner le type de ventilation. Mais dans le cas de l'audit obligatoire ou de l'audit incitatif, je dois impérativement identifier ces points sensibles. Pourquoi? Ça ne rentre pas, on est bien d'accord que ça ne rentre pas dans le calcul de l'étiquette, ni dans le calcul de la consommation énergétique des kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré annuel, mais ça rentre et ça a un impact direct concernant les recommandations de travaux. Si je vous dis que voilà,
j'ai un foyer ouvert avec une trappe qui ne fonctionne pas, quand je vais recommander des travaux et pour répondre au NFDTE, le document technique unifié concernant le taux d'humidité dans une habitation, il va de l'ordre de 35% jusqu'à 60%. Ça, c'est un ordre de grandeur dans le cadre d'une habitation. Mais là, je dois impérativement le citer et le prendre en compte dans le cadre de mes travaux à moi. Pourquoi? Parce que ça va changer mon débit de renouvellement d'air. C'est-à-dire, sur cette base-là, je vais me focaliser pour donner une recommandation de travaux qui va coller avec ce que je vois le jour de ma visite. Je répète, ce sont des points qui ne sont pas et qui ne rentrent pas dans le calcul 3CL. Si on veut faire un petit rafraîchissement de mémoire, 3CL, c'est le calcul de la consommation conventionnelle du logement. Dans cette définition, j'ai le calcul conventionnel, mais ça rentre et ça a un impact direct sur les recommandations de travaux et sur le coût des travaux. Construction de parcours des travaux, là, pour un DPE, on le fait actuellement, mais d'une manière approximative. Pour l'audit obligatoire et pour l'audit incitatif, c'est quelque chose sur laquelle on doit se focaliser pour avoir quelque chose de plus précis. Chiffrage des travaux, comme on avait dit, comme on avait souligné concernant les volumes des perditifs, il faut faire attention si c'est en nu intérieur de la paroi ou si c'est en nu extérieur dans le cas d'une isolation thermique par l'extérieur. Dans le cas du DPE, c'est un chiffrage approximatif, mais dans le cas de l'audit obligatoire et de l'audit incitatif, là, c'est une base de chiffrage, comme on a échangé avec José. Dans ce cas-là, on va se baser soit sur une base de données qui sera directement à l'intérieur et incluse dans mon logiciel Liciel. On peut citer quelques-uns. On a Liciel, on a Perino, on a Analysemo, on a Pliad chez Esuba Énergie, on a Caprenov sur lequel il a travaillé, Dov, que je vais solliciter par la suite pour qu'il vous fasse un petit retour d'expérience sur sa formation. Rédaction du rapport d'audit énergétique. Dans le cas d'un DPE, on n'a pas de rapport d'audit énergétique à mettre, mais on a uniquement des rapports qui sont définis dans l'arrêté du 31 mars 2021. Si on veut faire un petit rafraîchissement de mémoire concernant les différents rapports du DPE, on parle de l'habitation. Là, on a le 12.1, c'est dans le cas d'une vente d'une maison individuelle. On a le 12.2, c'est dans le cas d'une vente d'un appartement dans un immeuble collectif. Le 12.3, c'est de générer un DPE à l'appartement à partir du fichier XML de l'immeuble. Le 12.4 qui nécessite la mention DPE, c'est dans le cadre d'un DPE à l'immeuble complet pour une vente. Le 12.5, c'est un rapport qui va dans le cadre d'une construction neuve d'une maison individuelle. Un 12.6, c'est dans le cas d'une construction neuve ou partie nouvelle du bâtiment. Et dans le 12.7, c'est toujours une construction neuve dans le cadre d'une extension ou si, par exemple, j'ai un immeuble de 3 étages, je veux rajouter un 4e étage, un logement au 4e étage. Là, c'est le 12.7. Pour l'audit obligatoire, il faut savoir un truc, que l'audit obligatoire, là, on a une trame bien définie, comme il a très très bien dit Assad, concernant cette trame, on a la V3 que je vais vous projeter par la suite, elle est en cours de finalisation, ça veut dire ce que je vais vous projeter, ce n'est pas exactement, on ne sait pas encore d'ailleurs, suivant les retours des acteurs de l'efficacité énergétique, nous, diagnostiqueurs, bureaux d'études, ingénieurs thermiciens comme moi, architectes, etc. On fera nos petites remarques par rapport à ça et on verra si la DHUP va nous valider cette trame de rapport ou il y aura quelques petites modifications. Pour l'audit incitatif, là, c'est un format, c'est un rapport libre. Ça veut dire quoi? Je peux faire un audit sur Perino qui va me donner un format, mais je peux le faire sur Capreno, par exemple, il va me donner un autre format. Mais les informations à l'intérieur qui contiennent l'audit énergétique incitatif dans le cas du Perino et dans le cas de Capreno, par exemple, ou de Plia, c'est la même chose. Diagnostic architectural, recherche de pathologie, vétusté des équipements, ce que j'avais dit par rapport au taux d'humidité. Dans le cas du DPE, on ne va pas jusqu'à ce qu'on doit relever la pathologie concernant l'humidité, l'hygrométrie, bien évidemment, la qualité de l'air intérieur. Ce sont des informations, la vétusté des équipements, c'est très, très important. Ce sont des points qui ne vont pas, bien évidemment, impacter ni rentrer dans le calcul de mon 3 siècle,
mais ce sont des points essentiels pour que je puisse faire un chiffrage de travaux sur de bonnes bases. Là, pour l'audit obligatoire et l'audit incitatif, c'est quelque chose que je dois faire, bien évidemment. La méthode de calcul, je suis sur une méthode des 3 ciels pour un DPE et pour un audit énergétique. Et je suis pour l'audit énergétique, incitatif, j'ai un moteur de calcul qui est THCEX ou 3 ciels à partir de 2024. Ou 3 ciels, là pour le moment, on a des rumeurs qu'on va partir sur du 3 ciels à partir de 2024, mais rien n'est sûr. Mais actuellement, si vous voulez faire un audit incitatif, si je prends le cas de Jérôme, qui est parmi nous actuellement, il peut faire des audits incitatifs s'il a eu bien évidemment le retour favorable par rapport à sa qualification RGE. Là, il utilise un moteur de calcul THCEX. Pour les logiciels, pour le DPE, c'est un logiciel qui doit être validé 3 ciels version 2021. Ça, c'est pas nouveau. Ça a été le cas depuis, bien évidemment, le 15 octobre 2021, après la mise en application de l'arrêté de l'algorithme. Sachant que l'arrêté qui définit la méthodologie du DPE, c'est l'arrêté du 31 mars 2021. Un audit obligatoire, je peux utiliser un logiciel que je veux, mais à condition que ce logiciel-là doit être validé audit obligatoire. L'audit incitatif, je dois utiliser n'importe quel logiciel, à condition que ce logiciel-là contient un moteur de calcul qui est bien évidemment le THCEX, le EX dans le cas de l'existant, bien évidemment. La prise en compte de l'occupation, le recollement état initial par rapport aux factures, dans le cas du DPE, non, ça ne marche pas. Pareil pour un audit obligatoire, mais dans le cas d'un audit incitatif, ça peut marcher. Qu'est-ce que j'appelle le recollement état initial? Je vais vous donner un exemple simple. Si j'ai un DPE que je dois faire et j'ai récupéré un DPE qui a été fait avant le 1er juillet 2021, et que le bien il date d'avant 1948, donc j'ai utilisé une méthode des 3 factures, je n'ai pas le droit de faire un recollement par rapport à ce DPE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on le sait tous, à partir du 1er juillet 2021, la méthode des 3 factures elle n'existe plus pour tout ce qui est habitation. Il faut faire attention pour tout ce qui est tertiaire, elle est toujours d'actualité, mais pour l'habitation, elle n'existe plus. Pareil pour un audit obligatoire, mais pour un audit incitatif, on peut bien évidemment, on doit bien évidemment prendre en compte soit thermique, elle est d'ordre de 40 000 euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Est-ce qu'il contient l'audit énergétique? Tout simplement, c'est quoi la différence avec un DPE? Cet audit énergétique, il doit contenir, bien évidemment, il est très, très axé niveau travaux, niveau recommandations. Quand je vais vous partager la trame de rapport, vous allez vite le voir par rapport à cet audit obligatoire. Ça veut dire quoi? Dans l'audit obligatoire, j'ai beaucoup, il est très, très axé au niveau de recommandations et obligations, pas obligations, mais recommandations de travaux. Mais il faut faire attention, s'il vous plaît, chose que je tiens vraiment à souligner là-dessus, c'est que dans le cas d'un audit obligatoire, dans le cas du DPE, c'est écrit noir sur blanc que les recommandations sont à titre informatif. Mais dans le décret du 4 mai 2022 concernant l'audit énergétique obligatoire, que les recommandations de l'audit énergétique, ils ont laissé la porte ouverte là-dessus. C'est-à-dire, ils ont dit ni elles sont opposables, ni pas opposables. Mais je suis quasiment sûr que d'ici le mois de juillet, avec quelques petits retours par rapport à ces décrets, les recommandations de travaux, elles vont être certainement opposables par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que vous pouvez utiliser plusieurs applications qui vont vous permettre de vous aider à faire vos recommandations de travaux. Moi, j'utilise actuellement Ubacus et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de Ubacus. Vous avez déjà entendu parler?
Non. José, non. Benjamin, non. Michael, non. OK. C'est un site gratuit. C'est un site qui va vous permettre de faire des recommandations de travaux. Je vais vous laisser le lien sur la conversation. Vous allez pouvoir faire des scénarios, au minimum deux scénarios pour l'audit énergétique obligatoire. Ça, c'est au minimum. Après, dans ce cas-là, ouais, et la majorité ne le connaissent pas. Je vais vous donner quand même, je vais vous passer le lien. Très bien. Si on veut maintenant revenir sur les questions, très bien. Il me semblait en lisant l'arrêté que le recollement avec les factures réelles était intégré à l'audit obligatoire. Alors, pour ce cas-là, Nicolas, pour le recollement concernant l'arrêté, on a deux sortes de recollement. Concernant les factures réelles, bien évidemment, elles sont intégrées à l'audit obligatoire, mais que si c'est des factures concernant, si on a exemple une extension du bien, là, elles ne sont pas prises en compte. Mais pour les factures réelles, bien évidemment, on doit intégrer ces factures dans l'audit obligatoire. Nicolas. Très bien. Oui, c'est exactement ça, Michael. C'est ça, c'est exactement ça. Très bien. S'il vous plaît, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Cet audit, il doit comprendre un état des lieux général du bien, une estimation de la performance du bâtiment s'appuyant sur le DPE. On a des propositions de travaux permettant d'atteindre l'amélioration. Pour chaque étape du parcours de travaux, l'audit doit fournir pour ses principales informations l'estimation des économies d'énergie, l'estimation de l'impact théorique des travaux proposés, bien évidemment, sur la facture d'énergie, l'estimation du montant des travaux, ainsi que la mention des principales aides financières qu'on peut mobiliser par rapport à ça, et grâce à l'audit incitatif. Ici, pour vous faire une petite conclusion avant de passer à la trame de rapport, je tiens juste à vous dire faut-il prendre le PLU? Oui, Jérôme. Oui, le plan local d'urbanisme, c'est très, très important pour faire un DPE, un audit obligatoire dans les meilleurs, pour être plus précis, sincèrement, le PLU. Si vous avez la main dessus ou si votre client vous propose ça, même vous allez le demander, mais dans la majorité des cas, vous le savez comme moi, ce n'est pas toujours évident. Et là, dans ce cas-là, le PLU, il faut le prendre. Le plan local d'urbanisme. Très bien. Pour une petite conclusion, ce que je pourrais vous dire sur cet audit obligatoire, vaut mieux là anticiper les choses et vous former dans l'audit obligatoire, parce que comme je vous ai dit, on est en train de faire une course contre le temps. Vous savez très bien qu'on est le 23 juin 2021 et que l'audit énergétique, il va être mis en application le 1er septembre 2022. Donc, si pour celui qui hésite encore, vous allez me retrouver devant vous pour une formation sur l'audit énergétique, parce que ça, il faut savoir un truc, la formation, c'est pas que ça. Ça, on a juste débriefé un petit peu l'audit obligatoire, mais au cours de la formation, on va voir des cas concrets, on va creuser sur les arrêtés, comprendre des choses, des petites ambiguïtés sur le terrain. Là, malheureusement, on n'a pas le don de tout faire. Mais comme je vous ai dit, vous avez la majorité, et ils ont mon adresse mail. Vous pouvez nous contacter pour nos formations. Vous allez certainement soit me trouver moi, soit trouver mes collègues, parce que je ne suis pas le seul formateur chez Wedge Institute. Donc, pour ce cas-là, sincèrement, je vous conseille vivement et chaudement à vous former pour bien être opérationnel au premier. Est-ce qu'on peut avoir la V3 Est-ce qu'on peut avoir la V3, Hicham, s'il te plaît? Bien sûr, tout de suite. Ouais. Et après, il y a des questions, je crois, en chat. Oui, Hicham intervient sur Lyon pour répondre à la question rapide. Pourquoi n'a-t-on pas forcément la même note sur l'audit DPE? Alors, DPE, ouais, pourquoi n'a-t-on pas forcément la même note sur l'audit que le DPE? Tout simplement, Dove, c'est un mec que j'ai déjà en formation. C'est que le logiciel que tu as utilisé, si je me souviens bien, c'était sur Capreno. Il prend des indications, il prend des paramètres en plus de ce qu'on prend sur un DPE. C'est tout simplement ça. Si je ne me trompe pas, Dove, c'était un audit énergétique que tu as fait sur Capreno. C'est bien ça?
est-ce que je pourrais avoir... Ouais, très bien, je me souviens très très bien. Donc, tout simplement, c'est l'algorithme, c'est-à-dire que dans le cas d'un audit énergétique, vous allez devoir faire et prendre en compte plusieurs paramètres par rapport à un DPE, tout simplement. Si en attendant que je prépare ma projection, de rien, pas de souci. Dov, est-ce que tu peux, s'il te plaît, je me permets de tutoyer, de faire un petit résumé concernant ta formation que j'ai eu, qu'on a eu ensemble. Si tu es là, Dov, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas, je ne me vois pas. Ah, voilà. Ah, très bien. Un petit retour d'expérience pour les autres, s'il te plaît. Bonjour à tous, bonjour Hicham. Merci. Et, bonjour. Donc voilà, c'est pour faire un petit retour sur la formation que j'ai passée. Donc, je ne vais pas revenir vraiment sur tous les détails. En tout cas, en gros, moi, au début, quand j'ai fait la formation, je voulais faire uniquement la formation classique, audit énergétique, qui dure 2 jours. Après avoir parlé avec Hamid, je pense, j'ai bien pris la décision de passer la formation complète, pour devenir expert en efficacité énergétique. Je trouve ça indispensable. Il nous donne une notion, des termes que je ne connaissais pas avant, parce que moi, j'étais uniquement basé sur le DPE. Et par exemple, dès qu'on arrive chez un client, avoir des termes, avoir un chiffrage précis des travaux est primordial. Par exemple, dès qu'on fait un chiffrage de travaux dans l'audit, on met par exemple une isolation. C'est vraiment la préconisation basique. On ne sait pas. Est-ce que l'isolation est l'unique principal paramètre. Principal paramètre. Alors, dans tout ce qui est la formation, c'est ça qui m'a appris à dire que non, il n'y a pas uniquement l'isolation. On doit avoir plusieurs choses, la perméabilité de l'appartement. On doit avoir également, on a appris aussi tout ce qui est les critères des VMC, les différentes types. On a appris aussi, parce que nous, dès qu'on arrive dans un appartement parisien, moi j'exerce sur Paris, on a le problème de la surface. Si je mets une isolation de 10 cm avec la laine de verre, la base volumique est... Donc non, toute la formation, c'est nous apprendre qu'il y a des matériaux. On a un énorme choix. Et la formation en expert efficacité énergétique, c'est de savoir quels travaux mettre correspond avec le client. Donc je trouvais ça primordial de faire cette formation. Je ne regrette pas du tout. Et moi, en tout cas, je ne sais pas quel formateur vous aurez à Lyon ou à Marseille. En tout cas, moi, à Paris, j'ai eu Hicham. Il était très présent. Je lui ai envoyé même mon rapport à la fin pour qu'il voit mon intervention. On a discuté dessus. On a beaucoup échangé, pour faire simple. J'étais vraiment satisfait, en tout cas, de la formation. Merci beaucoup, Dov. Bien que c'est à distance, c'est extra. Vraiment bravo à vous et bravo à Assad aussi. Merci beaucoup, Dov. Merci beaucoup. Merci, Dov. Merci beaucoup. Très bien. On va. Merci beaucoup, Dov. Est-ce que là, on va attaquer un petit peu le deuxième chapitre qui est la trame de rapport de l'audit énergétique. Là, je vous apprends rien, bien évidemment, sur la première page. C'est exactement pareil comme pour un diagnostic de performance énergétique. On a le numéro du cadastre, on a le numéro d'audit, la date de la visite établie le 12 juillet 2022. Vu que la durée de validité d'un audit énergétique obligatoire ou réglementaire elle est de 5 ans, donc ça va jusqu'au 11 juillet 2027. Ici, il n'y a rien de nouveau par rapport à un DPE. On a l'adresse où on va intervenir, le type de bien, l'année de construction, la surface habitable, le propriétaire et l'adresse du propriétaire. Parce le propriétaire, il peut avoir un bien où il habite à une adresse X, mais le bien sur lequel on intervient, nous, c'est une adresse Y. Là, c'est la photo du bien. C'est exactement pareil pour un DPE. Là, par rapport au scénario rénovation une fois, on avait dit qu'on a au minimum 2 scénarios. Mais si quelqu'un d'entre vous décide ou de faire 4-5 scénarios, rien ne vous empêche de faire bien évidemment ça. Le premier scénario, c'est une rénovation en une seule fois. Elle est bien détaillée dans la page numéro 6. L'état initial du logement dans la page numéro 3. Les scénarios de travaux en un clin d'œil, c'est la page numéro 5. Mais quand on parle d'une rénovation en une seule fois, tout simplement, ça veut dire que là, ça va nous demander, comme il l'a dit Assad, en moyenne 40 000, 45 000 euros.
Là, pourquoi on a pris, et eux, ils ont pris le scénario 2 pour rénovation par étape. Ça veut dire quoi? Tout simplement, si, par exemple, la première étape, elle va me permettre de sortir de la passoire thermique et ça va me coûter 9 000 euros, je vais faire ça au premier lieu. Après un certain temps, je vais faire un deuxième bouquet, une deuxième étape de travaux qui va me permettre de viser la classe C ou la classe D par rapport au label. Les grandes étapes du parcours de rénovation sont bien décrites dans la page numéro 10. Un lexique et des définitions dans la page numéro 11, c'est-à-dire les postes sur lesquels on peut jouer pour avoir un bon audit énergétique, c'est-à-dire les postes où on peut recommander des travaux. On a le système de chauffage, ventilation, etc., etc. Ici, c'est exactement la même fin de la première page que le rapport DPE. On a là les informations de l'auditeur, votre nom, prénom, etc. Votre email, numéro de certification, organisme de certification, logiciel, un petit logo si vous êtes salarié ou si vous êtes indépendant, vous mettez votre logo dans cet endroit-là, bien évidemment avec une signature par vous-même. Et il faut la référence du décret, chose qu'on a ici, c'est tout simplement ce qu'on avait dit depuis le départ, c'est le décret du 4 mai 2022 qui est relatif à l'audit énergétique réglementaire obligatoire. Dans la page numéro 2, on a quelques petites informations concernant rénover ou rénover au bon moment, ce qui va nous permettre de bien évidemment de réduire la consommation énergétique. Si je rénove bien mon bien, tout simplement, je vais diminuer mes factures et je vais payer moins, je vais faire des économies, non pas uniquement d'énergie, mais des économies sur les factures que je paye. Profiter des aides financières disponibles, bien évidemment. Réduire les factures d'énergie. Agir pour le climat et la transition écologique. Vivre dans un logement de qualité. Un logement correctement rénové, isolé, même pour un confort thermique, le taux d'humidité, la température de confort, la température des parois. Si je suis dans un logement bien équipé, même pour mon confort personnel, je vais me sentir là, bien évidemment, pour la température de confort, la température de consigne, la température de réduction de la nuit par rapport au chauffage qui est de 16 degrés Celsius, définie dans le système, dans le code de la construction de l'habitation. Je dois maintenir un système de refroidissement si la température dépasse 26 degrés en dépensier et si je dépasse 28 degrés en standard. Là, c'est des choses qu'on va approfondir et que j'approfondis avec mes élèves, mes stagiaires à moi au cours de la formation. C'est-à-dire, si vous décidez de suivre ma formation à moi, tout simplement, tout ça, parce que là, on va pas avoir le temps de bien creuser là-dessus. Ce que je vous dis, comme je l'ai déjà dit, c'est en formation, on va bien évidemment creuser là-dessus et comprendre le pourquoi du comment, parce que là, c'est impossible de te dire. Là, c'est juste un petit débrief sur la trame et vous allez savoir, au moins voir à quoi ça va correspondre. Le 6e point, c'est donner de la valeur à votre bien. Vous savez très, très bien comme moi, si j'ai un DPE en B, je peux vendre à 250 000 euros. Si j'ai une passoire thermique du même bien, je ne peux pas espérer ce montant. Là, c'est quelque chose. Là, le DPE actuellement, il définit en grande partie, ou l'audit énergétique est bien évidemment obligatoire, il va définir en grande partie la valeur du bien. Louer plus facilement votre bien. On a vu la loi climat et résilience. Dans les années à venir, on a le gel des loyers, on a l'interdiction des loyers. On va commencer par le type de biens qui consomment plus de 450 kWh énergie primaire par mètre carré annuel d'ici 2023, c'est-à-dire classé en G. Après, on va bien évidemment aller plus loin et interdire l'allocation pour les types de biens qui sont F en G tout court. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? C'est tout simplement un bien qui est classé en G. La classe G, elle a un seuil qui commence à partir de 420 kWh énergie primaire par mètre carré annuel. Là maintenant, si j'ai un bien qui consomme 430 kWh énergie primaire par mètre carré annuel, la première condition, non, parce que je ne dépasse pas les 450 qui a été défini dans l'arrêté. Maintenant, dans les années à venir, on a, peu importe la consommation, si vous êtes en étiquette G, vous n'allez pas avoir la possibilité de louer votre logement. Ça, c'est très, très important.
Après, on a, concernant la loi climat et résilience, comme vous le savez, on a l'interdiction des loyers. On a l'obligation de l'audit énergétique pour les biens qui sont classés en E, après pour les biens qui sont classés en D. C'est pour ça qu'on insiste, moi et Assad, sur le fait de vous former au plus vite, parce que si j'ai mon attestation d'ici le 1er septembre 2022, comme il a très bien souligné Assad, si on aura des critères de certification qui vont changer, vous allez malheureusement regretter ça, parce que vous avez eu la chance de vous former avec une simple attestation, mais on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement, je l'ai répété plusieurs fois parce que je sais très bien que vous allez voir beaucoup de choses, soit avec moi, soit dans le contenu de la formation. L'état initial du logement, la chose que je vais souligner là-dessus, c'est que j'ai fait un retour par rapport à ça concernant cet audit. J'ai demandé, c'est une remarque personnelle, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez penser là-dessus, mais j'ai demandé, est-ce que dans ces étiquettes-là, on aura des seuils? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a des clients actuellement sur le terrain qui ne savent pas s'ils sont en D et ne savent pas est-ce que c'est la classe D qui se rapproche de C ou c'est la classe D qui se rapproche de E. Mais si on a les seuils, comme on l'avait sur les anciens DPE, là, malheureusement, là, ça aurait été bien. Il voit son étiquette, il verra directement est-ce que c'est un D qui se rapproche de C ou c'est un D qui se rapproche de E. Là, il va appliquer les recommandations. C'est un point que je trouve très important pour qu'on aura une trame de rapport, bien évidemment, elle est lisible, elle est facile à décortiquer, mais s'il rajoute 6 seuils sur les étiquettes, ça serait vraiment parfait. Après, parfait, ça c'est mon point personnel, parce que je sais, et j'ai toujours des retours par rapport à ça. Voilà, je suis en E, mais est-ce que c'est un E qui se rapproche d'une passoire thermique ou c'est un E qui se rapproche de D? C'est-à-dire s'il effectue des travaux, est-ce qu'il va espérer d'augmenter d'une classe, ou s'il n'effectue pas des travaux après une année, après 2 ans, où on a l'isolation qui est dégradée, et est-ce qu'il va retomber sur la passoire thermique? Ça, c'est un avis personnel. Je fais une petite parenthèse, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que les seuils sur les étiquettes seraient vraiment pas mal pour nos clients sur le terrain. Le coût d'énergie estimé du logement, ça, il l'a très bien dit ici, et je ne me trompe pas, c'est Michael, les factures réelles, elles seront intégrées à l'audit énergétique. Conditions d'aération, c'est comme pour le DPE, le type de ventilation qu'on voit sur place. Un schéma de déperdition de chaleur, tout simplement, il est unique à chaque bien. Une fois que vous faites votre saisie sur votre logiciel, on a un schéma de déperdition de chaleur. C'est-à-dire le propriétaire, le client, le maître d'ouvrage, il prend son rapport, il l'ouvre et il verra sur quoi il va jouer pour espérer d'augmenter d'une classe ou de 2 classes. C'est-à-dire là, c'est les déperditions qu'on a dans l'habitation, où il perd beaucoup de chaleur. Ici, c'est la page numéro 4, c'est identique au DPE, à la page du DPE, vue d'ensemble du logement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon descriptif du mur, plancher bas, toiture, plafond et les portes-fenêtres. Vue d'ensemble des équipements concernant le système de chauffage, le CS qui est l'eau chaude sanitaire, la climatisation si j'en ai, ventilation et pilotage domotique. Là, c'est exactement pareil qu'un DPE avec une méthode de 3CL. Ça, c'est le descriptif, ne change pas. Ici, la performance d'isolation, bien évidemment, dans le mur, le plancher bas, la toiture et les portes-fenêtres. Là, c'est le logiciel, suivant les données que vous allez renseigner, elle va vous sélectionner quel est le niveau de l'isolation que vous avez. Commentaire de l'auditeur, là, tout simplement, et bien évidemment, si vous avez des commentaires, on a des petites phrases, nous, sur le terrain, concernant les petites phrases réglementaires bien définies qui peuvent coller à n'importe quel audit énergétique. Ici, scénario de travaux en clin d'œil dans la page numéro 5. On a avant travaux l'étiquette F, une facture énergétique qui va de 4 000 à 5 000 euros annuels. Le premier scénario, c'est quoi? Comme on avait dit, c'est une rénovation en une seule fois. C'est quoi les travaux à prévoir? Ça, c'est à titre d'exemple des chiffres. Hein. C'est à titre indicatif. Il ne faut pas prendre ça en compte. L'isolation et étanchéité des camps, isolation des murs par l'extérieur, installation d'une chaudière de biomasse. Là, pour l'isolation, on va jouer bien évidemment sur les résistances thermiques. Si on veut par la suite faire un audit énergétique incitatif et espérer décrocher les aides. Vous savez très bien, on a des résistances thermiques à respecter si on veut décrocher des aides. Pour un plancher bas, on ne doit pas être
inférieure à 3 mètres carrés Kelvin par watt, une résistance. Pour les parois verticales, c'est-à-dire les murs, on ne doit pas être inférieur à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt. Pour des rampants, c'est 6 mètres carrés Kelvin par watt. Pour la toiture, c'est 7 mètres carrés Kelvin par watt. Et pour une toiture terrasse, c'est 4,7 mètres carrés Kelvin par watt. Ce sont des constantes qui sont bien définies dans les textes de loi. Et si on veut espérer, bien évidemment, décrocher les aides de l'État après avoir fait un audit incitatif, là, ce sont des choses à respecter. Si on n'a pas malheureusement ces résistances-là, ces seuils minimaux, malheureusement, c'est l'une des conditions majeures pour qu'on puisse avoir et décrocher les aides de l'État. Ça, c'est très, très important. Je pense que vous êtes au courant. Le premier scénario, c'est un scénario qui va nous coûter, il a donné le chiffre à ça au début du webinaire, pour une rénovation moyenne 40 000 euros. Là, on est tombé sur approximativement à 46 800 euros, c'est-à-dire de passer de la classe F à la classe C. Dans le scénario numéro 2, on a ici, si vous avez bien remarqué, moins 76% de gains de consommation énergétique. C'est très, très important. Le scénario numéro 2, c'est étape par étape. C'est-à-dire quoi? La première étape, tout simplement, c'est les travaux nécessaires pour sortir de la passoire thermique. Si j'ai des contraintes, bien évidemment, je parle de contraintes. Si la valeur du bien, si les travaux dépassent ou égalent à 50% de la valeur du bien, si on a des contraintes, si je suis dans des immeubles Haussmannia ou des immeubles classés, là, je ne pourrais pas toucher à l'isolation par l'extérieur. Donc, bien évidemment, je dois tout simplement adapter mes recommandations suivant ça. La deuxième étape, c'est l'isolation du plancher bas et le raccordement à un réseau de chaleur. C'est de passer de la classe E à la classe C avec des factures énergétiques. Là, dans la page numéro 6, c'est le descriptif et c'est le détail du scénario 1. C'est la rénovation en une seule fois avec des coûts estimés des travaux sur chaque poste sur lequel on a recommandé, on a donné une recommandation de travaux. On a les camps, on a les murs extérieurs, on a les systèmes de chauffage avec un total, comme on avait vu, de 46 800 euros. Là, on aura un gain énergétique de 60%. C'est quelque chose qui est très, très bien. Là, ça pourrait bien évidemment décrocher des aides si vous faites un audit incitatif, parce qu'on verra dans les aides, là, on a des conditions aussi mises à part les résistances, c'est-à-dire un gain énergétique. Je prends un exemple, par exemple, les C2E, les certificats d'économie d'énergie poste par poste, ou les certificats d'économie d'énergie globale. Là, ce n'est pas la même chose. Les certificats d'économie globale, je dois avoir l'isolation de 75% des parois, un gain énergétique au minimum égal à 51% de l'énergie primaire. Tout ça va rentrer en compte. Là, j'insiste aussi, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. C'est des trucs que j'évoque lors de la formation que j'anime, soit moi, soit mes collègues à moi au sein du centre de formation Wedge Institute. Donc, on peut pas, on est vraiment pressé par le temps. Dans ce cas-là, on va pas. Je vous invite vraiment, peut-être soit sur toutes les villes de France, je suis présent, je me déplace beaucoup, donc il y a aucun souci là-dessus. Soit de prendre contact avec moi, soit de prendre contact avec l'un de mes collègues de chez Wedge Institute pour en savoir plus par rapport à vos prérequis, par rapport à votre VAE, pour vous inscrire à une formation et pour être opérationnel au 1er septembre 2022. Là, c'est un truc qui est vraiment très, très important. Il y a une question de David Hicham qui est très intéressante. J'en avais parlé. Il y a une question de David qui est très intéressante. J'en avais parlé au début de l'entretien, mais peut-être à rappeler la MaPrimeRénov' et l'audit réglementaire. Il dit pourquoi on ne peut pas bénéficier de la prime Rénov' pour un audit réglementaire. Très bien. En fait, pour l'audit réglementaire pour MaPrimeRénov', ici David, dans le cas où il y a des critères bien évidemment. Dans le cas de MaPrimeRénov', il y a des critères. Vous savez très bien que David, on a des couleurs dans le MaPrimeRénov'. Il y en a certaines qui peuvent, l'audit réglementaire, il peut rentrer, mais pas d'une façon indirecte, parce que c'est un audit qui est fait sous une méthode, une méthode de calcul de 3CL, chose qui n'est pas assez, un moteur de calcul, une méthode de calcul qui n'est pas assez complète par rapport à un audit incitatif. Donc malheureusement, dans ce cas-là,
c'est la seule et la majeure raison, David, pourquoi un audit réglementaire, il ne rentre pas et il ne peut pas décrocher les aides. Mais si vous voulez décrocher les aides, il faut faire appel à une entreprise et à une personne qui est RGE pour qu'il vous fasse cette prestation afin que vous puissiez décrocher les aides. Parce que pourquoi? Un audit obligatoire, une autre raison par rapport à ça, David, un audit obligatoire, il peut être fait par une personne qui est qualifiée RGE, comme par une personne, un diagnostiqueur par exemple, qui est certifié DPE, mais qui n'a pas la qualification RGE. Et nous, le premier critère pour décrocher les aides, il faut que la personne soit RGE. Ça, c'est les deux grandes raisons et causes, David, dans ce sens-là, pour qu'on ne peut pas décrocher les aides à travers un audit réglementaire. Alors, pour être exhaustif, sachez que dès juillet, il sera possible de cumuler le PTZ, donc le prêt à taux zéro, avec ma prime rénov. Donc ça, c'est très important, à condition que vous êtes qualifié RGE. Voilà. Mais ça peut être un levier très très important pour vos clients pour financer les travaux. Cumuler ma prime rénov et l'éco PTZ, c'est quelque chose dans Fait d'Expert qu'on avait demandé. C'est vraiment très très intéressant. Voilà. C'était pas cumulable auparavant. RGE études. Oui, Jérôme, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Pas de rien, David. José, DPE projeté RGE. Là, un DPE projeté, il peut être fait et les demander dans le cadre des PTZ, des prêts à taux zéro. C'est la banque qui demande. Ça veut dire quoi? Vous faites un premier DPE et que le monsieur, votre client, il veut demander des prêts à taux zéro. La banque lui demande ce DPE projeté. Et là, qu'est-ce que vous allez devoir faire, José? Vous allez devoir faire un autre DPE où vous allez projeter les travaux de recommandation pour que la banque voit est-ce que le gain énergétique, le pourcentage est respecté ou pas. C'est ça, José. Mais pas un jeu. Oui, bien sûr, un diagnostiqueur peut faire un audit énergétique, un DPE projeté, il n'y a aucun souci. Ah oui, bien sûr. José l'est rassuré. Très bien. Avant de finaliser la trame de rapport, on est arrivé à la page numéro 7, les recommandations de l'auditeur pour la bonne coordination. Informations complémentaires de l'auditeur si vous avez des informations complémentaires. Dans la page numéro 8, on a le détail du deuxième scénario qui est la rénovation par partie. Ils ont fait ça, rénovation par partie, parce qu'il se peut que votre client ne peut pas sortir 46 000 € à la fois de sa poche, qui est un budget bien considérable. Dans ce cas-là, il va opter pour le deuxième scénario qui est une rénovation par étape. C'est-à-dire la première étape, ça va lui permettre de sortir de la passoire thermique. Après la deuxième étape, il va viser les classes qui sont fixées par l'arrêté et par le décret du 4 mai 2022. Les détails des travaux, là, c'est par rapport aux combles, les menuiseries, etc. Là, vous savez très bien, un gain énergétique de 28% sur la consommation énergétique avec un coût total pour le deuxième, c'est de 26 300 €, tout simplement parce qu'on a divisé les deux coûts. Deuxième étape, là, c'est tout simplement, si on veut faire et si on veut aller viser plus loin sur la classe et sur notre étiquette énergétique, et pour aller viser la C, recommandation de l'auditeur, c'est exactement la même chose. Comme pour le premier scénario, les grandes étapes de parcours de rénovation énergétique, premièrement, il faut définir un projet de rénovation. Deuxièmement, il faut créer les dossiers et faire la demande d'aide financière. Le troisième point, c'est la recherche des artisans et les demandes de devis. Vous savez très bien, pour les artisans qui sont RGE et sont répertoriés dans un site qu'on appelle france-du-6 rénov.gouv.fr, vous allez avoir sur l'annuaire des artisans qui ont de la qualification RGE. Il suffit de vous rendre sur le site, sélectionner votre zone géographique et là, vous allez avoir tous les artisans qui sont enregistrés auprès de France Rénov qui ont la qualification RGE. Validation des devis de dépôt de ma prime Rénov, lancement de réalisation des travaux. Le point numéro 6, réception des travaux. Après, dans le lexique et les définitions, on reprend un petit peu les points sur quoi on peut jouer et les points essentiels sur quoi on peut recommander.
On peut recommander, dans le cas des équipements qui utilisent des calories naturellement, une pompe à chaleur, raccordement au réseau de chaleur, isolation des murs par l'extérieur, isolation des parois vitrées, isolation des planchers, du plancher du camp. Pour l'isolation du paroi vitrée, on a un UW qui ne doit pas excéder 1,2, plus exactement 1,18. Et le facteur solaire, il ne doit pas excéder 0,9. À titre informatif, ça rentre aussi dans le cadre des valeurs constantes à respecter pour décrocher les aides de l'État. On a un système de pilotage ainsi que l'isolation du plancher bas. Comme je vous ai dit, comme je l'ai déjà cité, il faut impérativement faire attention aux résistances thermiques. Il faut respecter les seuils minimaux qui vont vous permettre de bien décrocher vos aides financières. Ça, c'est pour la trame de rapport. Sur une petite dernière étape de ce que je vais vous projeter là maintenant, pour ceux qui n'ont pas, qui veulent bien évidemment se projeter sur la formation concernant la formation qu'on propose actuellement pour le pack auditeur énergétique. Ici, si je vais essayer de projeter et de faire un petit partage d'écran sur le programme. Bien évidemment, en bref, on reste à votre disposition par mail, par téléphone. On est très, très réactif là-dessus. Si vous avez plus de questions, parce que le temps nous presse énormément et malheureusement, je ne peux pas rentrer dans les détails. Là, je vous laisse me contacter, soit moi, soit mes collègues, pour qu'on puisse répondre au mieux à vos questions. Cette formation, c'est une formation de 98 heures. Concernant le pack auditeur, c'est une formation auditeur énergétique Calibat 8731 pour les maisons individuelles, faire des audits énergétiques dans les maisons individuelles. Et pour l'OPKB, c'est la qualification 19.11. Il y a Jérôme, il y a Dob, il y en a d'autres aussi que je n'ai pas vu, j'ai oublié de citer, excusez-moi, mais c'est les deux-là que j'ai vu actuellement. Certification DPE, mention avec certification. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la différence entre une certification DPE mention et une certification DPE sans mention, tout simplement, si j'ai le DPE sans mention, je peux faire des DPE uniquement dans des maisons individuelles, pas dans des maisons individuelles, mais tous les locaux à usage d'habitation. Même les appartements, les logements dans un immeuble collectif, les maisons individuelles. Sur les cas local, il sera à usage d'habitation. Et si j'ai la mention, je peux faire les audits énergie, les DPE dans le tertiaire comme dans l'habitation. Le titre RNCP, là on est les seuls qui proposent ce titre niveau 7, expert en efficacité énergétique équivalent de Bac plus 5. Ce titre-là, il va vous permettre bien évidemment de raccourcir sur votre assurance décennale, parce que s'il vous voit là que vous avez un bac équivalent de Bac plus 5, bien évidemment, on va se dire que cette personne-là a une sorte de formation, elle a mérité son titre, donc il n'y aura pas de souci si on peut l'assurer. Ça va faciliter la tâche. Là, c'est l'unique centre de formation qui est leader en diagnostic immobilier comme en efficacité énergétique. C'est l'unique qui propose le titre niveau 7 RNCP. Ce n'est pas pour rien, c'est équivalent de Bac plus 5. Un Bac plus 5, il y a des étudiants qui font bien évidemment 5 ans d'études pour avoir ce diplôme. Et vous allez pouvoir décrocher l'équivalence de ce diplôme en 98 heures. Je pense que la question, elle est vite répondue sincèrement et vous allez ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Une offre complète pour devenir auditeur énergétique. Le contexte, là, c'est l'arrêté ainsi que le DPE, l'audit obligatoire. Et on a repris tout ce que, parce qu'il y a vraiment un programme qui est adapté à toutes les personnes. Si la personne elle est issue du domaine du bâtiment, elle lit le programme, elle comprendra. Si une personne qui n'est pas issue du domaine du bâtiment, on essaie de donner le maximum d'éclaircissement pour que cette personne-là, elle comprenne avant qu'elle nous contacte, bien évidemment, soit par mail, soit par téléphone directement. Programme de la formation, là, l'objectif, c'est formation auditeur énergétique, mesurage et audit énergétique des bâtiments pour appréhender à réaliser un audit éligible à MaPrimeRénov'. Cette formation, elle va vous donner accès, elle va vous ouvrir, si je peux me permettre, et si c'est la bonne expression, la porte pour demander la qualification Calibat ou OPKB pour les maisons individuelles.